Pour compléter ma première vidéo sur la déclinaison de что et кто et le sens des cas, nous allons voir aujourd'hui le sens des 3 cas datif, instrumental et locatif. Ce sont des cas qui paraissent souvent compliqués pour les Français, mais quand on comprend à quoi ils servent, c'est tout de suite plus facile. Commençons par celui qu'on appelle le plus souvent le locatif. C'est un cas qui sert à construire des compléments circonstanciels, en particulier des compléments de lieu. Mais sa particularité la plus remarquable, c'est que c'est le seul cas des déclinaisons russes qui ne s'emploie jamais tout seul, mais toujours après une préposition. C'est pour cela qu'on peut l'appeler aussi le prépositif ou prépositionnel. Plus précisément, il est employé après 4 prépositions seulement, dont 2 sont des prépositions de lieu pour décrire le lieu où on est, le lieu où se situe une action, une personne ou un objet. C'est ce qu'on appelle le locatif. Donc ici, la préposition « v » a le sens de notre préposition « dans » et « na » a le sens de « sur ». Et le cas locatif, employé avec ces prépositions, rajoute un sens à la préposition. Il indique que c'est un lieu statique, qu'il n'y a pas de changement de lieu. Il donne donc le sens de « être » dans un lieu. En un sens, il traduit le verbe « être ». La question « na чем » signifie donc « être sur quoi » et « в чем » être dans quoi. Mais ce cas est aussi utilisé avec 2 autres prépositions qui ne décrivent pas un lieu. C'est pourquoi je préfère ne pas utiliser le terme locatif et plutôt parler de prépositif dans ces emplois-là. Et d'abord une préposition très utile et très courante, c'est « au » qui veut dire « au sujet de ». On emploie « о чем », « о ком » qu'on prononce habituellement « о чем », « о ком » pour demander de quoi ou de qui ça parle. Quel est le sujet de ce film? О чем это film? À qui penses-tu? О ком ты думаешь? La préposition la moins courante des 4, c'est при, qui veut dire en présence de, à l'époque de. Donc la question при ком veut dire en présence de qui? Ou bien à l'époque de qui? Donc ce cas, c'est du 2 en 1. Une seule forme pour les pronoms чем et ком, mais en réalité des compléments différents. Avec un seul point commun, c'est qu'il y a toujours une préposition avant. Alors que pour les cas datif et instrumental, nous allons voir que leur emploi principal se fait sans préposition. Parlons un peu de l'instrumental. Comme son nom l'indique, c'est le cas de l'instrument au moyen duquel on fait une action. Et les pronoms interrogatifs чем, кем me permettent de poser la question au moyen de quoi ou de qui une action est-elle faite. Le sens premier de l'instrumental, c'est donc le complément de moyen ou de manière. Par exemple, la question que j'ai écrite ici, чем ты пишешь, veut dire au moyen de quoi écris-tu? Avec quoi écris-tu? Et vous voyez qu'en russe, ça se dit uniquement avec le mot что qui est décliné. Tandis qu'en français, on doit rajouter des mots au moyen de, avec. Cela nous montre bien que la déclinaison traduit quelque chose, ajoute du sens au mot décliné. Elle traduit ce que nous exprimons en français en ajoutant une préposition à la phrase. Donc, dans чем, il y a quoi? Et il y a aussi au moyen de. Et кем ne veut pas dire seulement qui, mais grâce à qui. Par exemple, кем это было сделано? Par qui cela a été fait. Et donc, ça correspond aussi à ce que nous appelons le complément d'agent. Le datif, lui, correspond à ce qu'on appelle le complément d'attribution, qui est un complément de certains verbes d'action. Quand je pose la question « кому »,« чему », je demande qui ou quoi est concerné par l'action et en est le bénéficiaire. Qui est visé, touché par l'action? Cette question va bien avec des verbes qui indiquent une action faite en direction de quelqu'un. Par exemple, parler à quelqu'un, donner, offrir, montrer quelque chose à quelqu'un. Mais aussi, en russe, le verbe aider, помогать, en français on dit aider quelqu'un,
mais en russe, on construit le verbe aider comme apporter son aide à quelqu'un. Et on dit помогать кому. Кому ты помогаешь? Qui aides-tu? Alors ce complément d'attribution, vous n'en avez peut-être pas entendu parler parce que c'est une notion qui a existé en grammaire française mais qui n'est plus enseignée actuellement. Car la grammaire française moderne ne s'attache pas au sens de ce qu'on dit, mais c'est une description visuelle de la façon dont les phrases françaises sont construites. Pour nommer les compléments, elle regarde par exemple s'il y a un complément ou plusieurs compléments après le verbe. Elle s'appuie donc sur des choses qui sont vraiment spécifiques à la langue française. Et donc des termes comme complément d'objet indirect ou complément d'objet second, les fameux COI, COS, eh bien ça n'a aucun sens par rapport à la langue russe. Car ça ne peut convenir que pour décrire la langue française. Certainement pas la langue russe. Donc je vous propose de retenir que il n'y a pas de COI ni de COS en russe. Tout simplement parce que ces termes ne nous serviront absolument pas à comprendre comment fonctionne la langue russe. Car ce n'est pas fait pour ça. Eh bien, au contraire, ça risque de nous embrouiller. Donc, on va préférer rester sur la notion de complément d'attribution qui est quelque chose qui a du sens et qui marche pour toutes les langues en fait. Car en disant complément d'attribution, je m'attache au sens de ce que je veux dire et pas à comment ça s'exprime dans telle ou telle langue. Alors, pour parler russe facilement et employer ce cas, un bon exercice, c'est de repérer quels sont ces verbes, ces actions qu'on fait au bénéfice de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc, pour savoir qui ou quoi est le bénéficiaire, le destinataire d'une action, en russe, je pose cette question. Чему, кому, à quoi, à qui est-ce destiné? Donc voilà pour une première présentation de ces trois cas. Sachez que pour les utiliser, il y aura très peu de formes à retenir dans la déclinaison des noms. Et donc, au niveau du nombre de formes à mémoriser, ces cas seront vraiment les plus faciles à utiliser. Et quant à leur emploi, qui peut être un peu étonnant pour nous, eh bien, il est important de bien retenir le sens premier de ces cas, ce que nous venons de voir ici. Car leurs autres emplois sont le plus souvent liés à ce sens et découlent de ce que je viens de vous présenter ici. Alors voilà, nous avons fait le tour des 6 cas des déclinaisons russes. Mais évidemment, je suis loin d'avoir épuisé le sujet. Je vous mets en dessous le lien vers la première vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. La vidéo sur les cas nominatifs, accusatifs et génitifs. Et aussi le lien pour vous inscrire gratuitement au groupe Initiation aux déclinaisons russes que j'ai créé sur mon site. C'est un espace où vous retrouverez des documents et des liens utiles et par lequel vous serez mis au courant de ce que je vais proposer dans les mois à venir pour apprendre plus facilement les déclinaisons, afin de pouvoir, en fin de compte, les employer de façon fluide à l'oral. Alors je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube ou sur mon site Russie chez vous.